Lorsque le général français avait ouvert la campagne, le gouvernement lui avait promis qu'aussitôt qu'il aurait passé l'Isonzo, les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse fortes plus de 250 000 hommes sortiraient de leur quartier d'hiver et pénétreraient en Allemagne. Mais l'Isonzo était déjà passé depuis longtemps et ses armées demeuraient encore dans leur quartier d'hiver. Le général français, profitant de la victoire du Tagliamento et des fausses directions que le prince Charles avait données à ses colonnes, avait franchi sans perte par cette seule victoire tous les obstacles entre les Alpes et les Cimmerines. Le lendemain de la victoire de Tagliamento, Napoléon instruisit le directoire qui suivait le prince Charles l'épée dans les reins et que bientôt les drapeaux français flotteraient sur les sommités de Cimmering, qui se flattaient que les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse étaient en marche, ou que si elles n'y étaient pas, elles y seraient bientôt. Il insistait surtout pour connaître le moment précis de leur mouvement. 15 à 20 jours de retard lui importait un peu, mais il devait en être instruit afin d'agir en conséquence. Il prévenait qu'il aurait constamment toute son armée réunie sous sa main et que ses positions seraient telles qu'il demeurait toujours maître des événements. Qu'il suffirait donc de lui désigner seulement l'époque précise de la marche de ces deux armées. Ce fut Klagenfurt qui reçut la réponse à cette dépêche. Elle portait la félicitation du directoire sur ces nouveaux succès, mais contenait en même temps la déclaration singulière et inattendue que les armées du Rhin, des Sambre-et-Meuse ne passeraient pas le Rhin et qu'on ne devait plus compter sur la diversion en Allemagne parce que les désastres de la campagne dernière, les prions des bateaux et du matériel nécessaire. Cette étrange dépêche ne pouvait provenir que d'intrigues ou de vues politiques qui devenaient inutiles de pénétrer. Seulement, il ne convenait plus au général français de réaliser désormais ce qui avait été le plus ardent de ses voeux, de planter ses drapeaux victorieux sur les remparts de Vienne. Il ne devait plus songer à dépasser le Cimmering sans manquer aux règles de la sagesse. Aussi, 2 heures après la réception du courrier, il écrivit au prince Charles qu'ayant pouvoir de négocier, il lui offrait la gloire de donner la paix au monde et de finir les maux de son pays. Monsieur le général en chef, les braves militaires font la guerre et désireront la paix. Celle-ci ne dure-t-elle pas depuis 6 ans? Avons-nous assez tué de monde et assez commis de maux à la triste humanité? Elle réclame de tous côtés. L'Europe qui avait pris les armes contre la République française les a posées. Votre nation reste seule. Et cependant, le sang va couler encore plus que jamais. Cette 10e campagne s'annonce par des présages sinistres. Quelle qu'en soit l'issue, nous tuerons des part et d'autre quelques milliers d'hommes de plus, et il faudra bien que l'on finisse par s'entendre, puisque tout a un terme, même les passions haineuses. Les directoires exécutifs de la République française avaient fait connaître à Sa Majesté l'empereur et désir de mettre fin à la guerre qui désole tout le peuple. L'intervention de la Cour de Londres s'y est opposée. N'y a-t-il donc aucun espoir de nous entendre? Et faut-il pour les intérêts de les passions d'une nation étrangère au mot de la guerre
que nous continuions à nous entre-égorger. Vous, monsieur le général en chef, qui par votre naissance approchez si près du trône, êtes au-dessus de toutes les petites passions qui animent souvent les ministres et les gouvernements, êtes-vous décidé à mériter les titres de bienfaiteurs de l'humanité entière et de vrais sauveurs de l'Allemagne. Ne croyez pas, monsieur le général en chef, que j'entende par là qu'il ne soit pas possible de la sauver par la force des armes, mais dans la supposition que les chances de la guerre vous devineront favorables. L'Allemagne n'en sera pas moins ravagée. Quant à moi, monsieur le général en chef, si l'ouverture que je viens de vous faire peut sauver la vie à un seul homme, je m'estimerai plus fier de la couronne civique que je me trouverai avoir mérité que de la triste gloire qui peut revenir des succès militaires. Je vous prie, signez Bonaparte. Ces nouvelles laisseront respirer à Vienne et y donneront quelque espérance. Le marquis de Gao, ambassadeur de Naples, fut aussitôt envoyé au général français, mais n'ayant pas de pouvoir, il fut obligé de retourner après une conférence des 2 heures. Le lendemain, les généraux Bellegarde et Merfeld vinrent au quartier général français à Judenburg et, sur leur parole, que des plénipotentiaires ayant arrivé de Vienne pu traiter de la paix définitive. Ils obtinront une suspension d'armes qui assurait à l'armée française la possession des pays qu'elle occupait déjà, et d'autres encore qu'elle n'occupait pas, mais qui étaient nécessaires à sa ligne. Les généraux autrichiens comprenaient avec peine comment le général français, dans sa belle situation, pouvait accorder un armistice. Ils n'expliquaient que par l'inaction des armées françaises sur le Rhin. Cependant, Napoléon ressentait vivement la force des circonstances. Il déplorait dans son cœur qu'un défaut de combinaison ou qu'une vaine jalousie les privait des immenses résultats qu'il était à la veille de recueillir. S'il avait été peu sensible à la gloire d'entrer dans Rome, il s'était passionné de l'idée d'entrer dans Vienne. Et rien que la seule déclaration de territoire ne pouvait en ce moment l'empêcher. Les préliminaires furent signés à l'aube. Pour la signature, on se réunit dans une petite maison de campagne qu'on neutralisa. Les secrétaires dresseront d'abord les procès-verbaux de la neutralisation et les plénipotentiaires respectifs s'y rendiront. Ensuite, pour signer, les commissaires autrichiens ayant mis en tête du traité que l'empereur reconnaissant la République française effacée, dit Napoléon, l'existence de la République est aussi visible que le soleil. Un pareil article ne pourrait convenir qu'à des aveugles. Nous sommes maîtres chez nous. Nous voulons y établir le gouvernement qui nous plaît sans que personne n'y trouve à redire. À l'aube, le quartier général français se trouva chez l'évêque même. On était alors dans la semaine sainte. Toutes les cérémonies religieuses de cette semaine et celles de Pâques se feront avec la plus grande solennité au milieu de l'armée française. Cette armée, accoutumée au respect pour le culte et les religions du pays où elle se trouvait, on agit comme auraient agi les troupes autrichiennes, ce qui satisfit au dernier degré le peuple léger.
Les préliminaires avaient été signés à l'Aubaine le 18 et le 20. Le général français reçut de nouvelles dépêches de directoire annonçant que les armées de Rhin se mettaient en mouvement, qu'elles ayant passé le Rhin et qu'elles seraient bientôt au cœur de l'Allemagne. Effectivement, quelques jours après, on a appris que l'armée de Sambre mise sur le commandement de Hoche avait passé le Rhin le 19 février, du jour même de la signature des préliminaires de l'Aubaine, mais 40 jours après l'ouverture de la campagne en Italie. L'adjudant général des ordres qui portait les préliminaires à Paris rencontra nous troupeau pris avec celle de l'ennemi. Il est difficile d'expliquer la cause de ces changements subis dans le système de gouvernement. Si Napoléon eut appris le 17 au lieu du 20 les nouvelles intentions du territoire, il est certain que les préliminaires n'auraient pas été signés ou qu'on eût exigé de bien meilleures conditions. Toutefois, celles qu'on obtint dépasseront encore beaucoup les espérances du directoire. Dans ses instructions, général français, on l'avait autorisé à conclure la paix toutes les fois que les frontières constitutionnelles de la République seraient reconnues. Il est vrai, compte tenu ces instructions, le directoire avait été loin de devenir le succès et l'ascendant de cette armée et n'avait pour prévoir ainsi tout ce qui pourrait exiger.